Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Didier Schwartz, entrepreneur et fondateur de plusieurs startups dans les domaines tech et artistiques, dont le collectif 1m83 Art. Salut Didier, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Merci à toi. Je vais te laisser te présenter peut-être pour commencer, que tu nous racontes un peu ton parcours ces dernières années, et voilà, en termes études, projets, emploi, un petit peu tout. Alors, je m'appelle Didier Schwartz, j'ai 31 ans et puis j'ai eu la chance ces dernières années de vivre à différents endroits, que ce soit à Lausanne, à Madrid, à Boston ou à Londres. Et j'ai vécu effectivement 5 ans à Lausanne où j'ai fait mes études à HEC. Puis voilà pour mon parcours académique et mes lieux de vie. Et ensuite, des projets? Je crois que tu étais pas mal dans tout ce qui était entrepreneuriat tech, notamment. Oui, alors tech et pas tech. J'ai assez vite commencé en fait pendant mes études à rejoindre une association sur le campus qui s'appelle Fréquence Banane, donc l'association radiophonique de l'EPFL et de l'UNIL. Et c'est là où j'ai vécu mes premières expériences entrepreneuriales, où j'ai eu la chance de monter le Banane Comedy Club, qui est un tremplin d'humour. Donc voilà, le goût à l'entrepreneuriat a commencé pendant mon bachelor, et dans le domaine artistique, entre guillemets, donc on y reviendra après. Et puis par la suite, je suis parti vivre une année à Madrid dans le cadre de mon bachelor aussi. En revenant, c'est vrai que j'avais envie de développer encore plus l'aspect entrepreneurial et technologique. Et c'est pour ça que je suis revenu à Lausanne pour suivre un cours spécifiquement dédié à ça. Ma première expérience, on va dire vraiment start-up au sens propre du terme, a commencé pendant mon master à HEC Lausanne, dans le cadre du cours du professeur Yves Pigneur, donc le fameux co-auteur de Business Model Generation, où on connaît peut-être certains d'entre vous, en tout cas auditeurs, le Canva avec les fameux 9 blocs. C'est vraiment dans ce cours où j'ai fondé ma première start-up digitale, cette fois-ci, sur lequel j'ai travaillé même pendant mon mémoire ou mon stage de master, qui a continué pendant 2-3 ans, ça s'appelait Weekend. Et c'est là où j'ai tout appris en termes entrepreneurial, et depuis, j'ai jamais envoyé de CV à ce jour pour travailler, donc voilà, c'est ce qui m'a mis en tout cas m'a donné l'envie exactement pendant les études et jusqu'à présent. Et justement, c'est quoi pour toi être entrepreneur ? Alors, être entrepreneur, je pense que c'est oser. Donc déjà, c'est lié, je pense, à l'action. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Shimon Peres qui disait le plus prudent, c'est d'oser. Et je dirais que quand on vit en Suisse, d'autant plus, avec notre culture où on est un peu plus averse au risque, je dirais être entrepreneur, c'est oser avec les risques que ça comporte, mais pour moi, c'est ça. Et au-delà du courage de se lancer, on va dire, c'est quoi les valeurs qui te guident peut-être au quotidien dans tes projets, dans tes choix de projets aussi ? Je dirais, en premier, je pense la persévérance, parce que c'est ce qui fait souvent la différence entre des projets qui vont réussir ou pas. D'ailleurs, on ne le sait jamais avant de commencer, donc c'est se dire comment on va dans la bonne direction, comment on a des signes qu'on aille dans la bonne direction, qu'on teste les choses de la meilleure façon, sans abandonner aux premières difficultés, parce qu'il y en aura toujours. Donc la persévérance, je pense, ça fait partie des valeurs, ou en tout cas des qualités à avoir. Je dirais, en deuxième temps, en tout cas en ce qui me concerne, c'est peut-être lié à ça aussi une forme d'agilité. Donc il faut à la fois persévérer, mais il ne faut pas être non plus trop convaincu et borné exactement de ce que l'on fait, de pouvoir s'adapter, de pouvoir écouter les autres, surtout les clients à qui on veut vendre par exemple une solution ou un produit, et savoir aussi s'entourer des bonnes personnes et qui complètent aussi l'équipe. Peut-être une troisième valeur, une troisième qualité, je pense, et en ce qui me concerne est importante, c'est la bienveillance. Mais je dis pas que je l'ai, mais en tout cas j'aspire à ça, parce que j'aimerais qu'on dise de moi, j'avais lu ce fameux livre où il fallait marquer 3 adjectifs qui nous décriraient à la fin de notre vie, et j'aimerais qu'on dise de moi que j'étais bienveillant, parce que les personnes en tout cas qui le sont avec moi m'apportent énormément. Et aujourd'hui, tu es fondateur du collectif 1m83. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, ce que vous faites, et quelle est la mission du collectif ? Alors le collectif 1m83 Art a pour but, je dirais, d'amener l'art dans notre quotidien
avec la particularité qu'on l'amène dans l'espace public. Donc ça c'est vraiment ce qu'on souhaite faire au travers de cette démarche-là. Et je dirais, à la différence d'un musée traditionnel, nous, nos murs sont les échafaudages des bâtiments en rénovation ou en construction, sur lesquels on expose ces œuvres d'art géantes qu'on appelle toiles urbaines pour amener l'art dans la ville et dans l'espace public. Comment on passe en quelques années justement d'un Wicard à 1m83 ? Je pense que ça démarre toujours d'une observation ou de chaque projet. En fin de compte, moi ce qui m'importe, c'est l'impact qu'on peut avoir. J'essaye de ramener un peu aussi de tech maintenant dans ce projet, on en parlera peut-être après, mais c'est d'abord l'impact, puis les idées, elles viennent en les travaillant et en observant, et celle-ci m'est venue pendant un voyage. Au final, moi ce qui me fait lever le matin, c'est quel impact j'ai, qui sont les personnes que je vais rencontrer, et quelle énergie tout ça m'apporte. Et le nom, derrière 1m83 ? Alors le nom, c'est souvent demandé, les gens pensent que c'est ma taille, mais pour ceux qui me connaissent, je suis bien plus petit. C'est une inspiration en fait du Corbusier, donc l'architecte franco-suisse, qui utilisait au travers du modulor, donc ce fameux petit personnage, ce module en fait qu'on voyait sur les anciens billets de 10 francs en Suisse, qu'il utilisait en fait pour bâtir les unités d'habitation. Et pour lui, donc il y a un débat là-dessus évidemment, mais il considérait qu'une taille moyenne d'1m83 devrait être considérée pour construire juste, ou pour construire où l'homme est le plus en lien avec son environnement. C'est une forme d'étalonnage en fait. Ouais, exactement. Et puis même c'est tout lié après aux chiffres d'or. Donc il y a tout le golden ratio qui est derrière ça. Donc c'est très intéressant à lire. Mais pour nous en tout cas, ce qui était évidemment important, c'est d'être à la fois mettre l'homme et l'être humain au centre de tous nos projets. Donc c'est en ça qu'on était très lié à ce que faisait Le Corbusier. Donc considérer l'être humain au cœur de notre démarche. Et puis aussi ce clin d'œil à l'architecture, parce que on est éminemment lié à l'architecture qu'on prône également. Et justement, quelles sont les expos que vous avez mis en place à ce jour ? Alors on en a fait 2. La première, elle s'appelait Trait d'Union. Donc c'est une toile urbaine qui était sur le boulevard Helvétique 14 à Genève, signée de l'artiste Guillaume Perret. Donc c'est un photographe neuchâtelois. On a exposé ces 2 magnifiques portraits que je vous invite à voir aussi sur le site. Et puis la deuxième exposition qui est toujours d'actualité, elle va être décrochée en octobre, c'est l'exposition Métamorphose, qui est actuellement donc sur l'aile Jura d'Unibastion, aussi à Genève, dans le parc des Bastions. Et ça, c'est une œuvre en fait originale qui s'appelait Vous êtes ici, de Mathieu Bernard Raymond, qui est un artiste franco-suisse qui vit à Vevey et avec qui on a eu la chance de collaborer. Justement, comment est-ce que vous sélectionnez ces artistes ? T'as un processus de sélection, comment ça se passe ? Alors non seulement on a un processus, mais aussi on s'entoure, comme je le disais avant, dans l'équipe de curateurs et curatrices professionnels. C'est très important pour nous que prône la forme artistique dans notre démarche. Alors effectivement, on a ces toiles géantes et juste avant de répondre à la question, c'est l'intérêt. Pour nous, on va dire, on a 3 objectifs à atteindre quand on fait ça. Le premier, c'est effectivement de sensibiliser, je crois, les citoyens à une œuvre, ou même à les questionner en fait de façon inattendue dans la rue, dans la ville, puisqu'on ne s'apprête pas forcément à voir ce qu'on va voir, où on va le voir. Et puis deuxièmement, lié à cette question-là, c'est aussi de mettre en avant un artiste contemporain, peut-être un peu moins connu, mais on s'assure alors pour le coup justement que l'artiste soit vraiment de qualité, ou en tout cas son travail soit vraiment reconnu pour ça, et c'est pour ça qu'on s'entoure de curateurs et curatrices professionnels qui auront le travail d'aller chercher ces œuvres d'art qu'on va l'exposer, qui existent déjà pour le moment. Par rapport à la méthodologie utilisée ensuite, ça c'est aussi très important, c'est peut-être un signe distinctif que l'on a avec d'autres démarches dans l'espace public. On n'est de loin pas les seuls et de loin pas les premiers, mais je crois là où on innove, et justement l'inspiration m'est venue de ce voyage au Japon sur l'île de Naoshima, c'est ce lien très fort entre le lieu, le bâtiment, son environnement et l'œuvre d'art. Et la façon, en fait, chaque fois dont on procède, et généralement il y a des fois plein d'artistes qui nous ont écrit pour pouvoir être exposés, on leur dit mais tant qu'on ne connaît pas le bâtiment ni le lieu, on ne sait pas en fait quelle œuvre. C'est de trouver le fit en fait. Ouais. Exactement, on ne sait pas quelle œuvre d'art on va mettre. Ouais. Et à partir de là, il y a une urbaniste qui travaille sur cet aspect-là, architectural aussi, on s'inspire de l'architecture, de l'histoire de l'environnement. Et après réflexion et après avoir trouvé des thématiques fortes, la curatrice va aller chercher des œuvres d'art qui vont dialoguer avec ce lieu, avec cet environnement pendant la durée des travaux. Okay.
Et je voulais te demander justement comment est-ce que vous réalisez ces toiles ? Oui, alors c'est vrai qu'on ne se rend pas compte aussi de la technicité qu'il faut. On essaie de travailler très localement. Donc là, on travaille avec une société qui est basée à Genève. Donc tout est imprimé à Genève, qui viennent aussi monter l'œuvre parce que c'est quand même plusieurs dizaines de kilos, voire centaines de kilos. Et les formats que l'on réalise jusqu'à présent, c'est quand même de l'ordre de 400 mètres carrés. Donc c'est très grand. Il faut une sacrée infrastructure aussi pour maintenir l'œuvre sur le bâtiment. Et voilà comment on réalise ça. Je reviens juste au point du choix en fait, des artistes que vous exposez. Est-ce que tu dirais que vous considérez, tu parlais avant des différents piliers de la mission du collectif, est-ce qu'en parallèle vous considérez aussi comme des dénicheurs de talents ? Est-ce que c'est un des axes de la mission ou est-ce qu'au contraire vous capitalisez sur des artistes, tu le disais que le choix se fait en fonction du bâtiment, mais des artistes déjà un petit peu reconnus entre guillemets ? Je dirais c'est assez libre, puis il y a ce qu'aiment à dire les architectes, le génie du lieu aussi. Donc on n'a pas de contraintes, on n'a pas de limites. C'est vrai qu'on veut des artistes contemporains, et quand je dis contemporains, c'est des artistes vivants, parce qu'après, il y a toute une interaction qui est faite avec le public, des médiations qui sont organisées, culturelles, avec le public. Et puis, pour nous, c'est important en tout cas de mettre déjà un artiste vivant en lumière, ou plus en lumière. Si c'est quelqu'un déjà de très coté ou de très reconnu, pourquoi pas. Mais il faut vraiment garder, je pense que c'est notre travail aussi, au sein du collectif, ce doux équilibre entre l'œuvre, le bâtiment et l'environnement. Et c'est pour ça que c'est à chaque fois très spécifique. Mais si on arrive à maintenir cet équilibre-là, alors on peut imaginer plein de collaborations. Ouais. Mais voilà, si on arrive à mettre en lumière quelqu'un de talentueux ou que l'on pense être talentueux au travers d'une œuvre, surtout qui raconte une belle histoire sur un lieu en travaux, ça c'est l'objectif principal. Est-ce que toi, il y a un artiste peut-être qui t'inspire en particulier, que tu aurais envie absolument d'exposer ? Alors, il y a un artiste qui m'inspire énormément, j'en ai plusieurs, mais contemporains qui m'inspirent énormément, que j'ai découvert donc, sur cette île de Naoshima au Japon. Mais malheureusement, il fait que des jeux de lumière, c'est James Turrell. Donc je rêverais qu'on puisse faire quelque chose avec lui. Il est très réputé, très connu, mais je crains que pour l'instant, en tout cas, sur le format dans lequel on est, ça va être difficile. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui m'a énormément touché, parce qu'en fait, il utilise le vide et la lumière, et ses œuvres sont, alors pour le coup, généralement très liées au bâtiment aussi, et même on y croit, quand il y a un effet de surprise qui est tel, la première fois qu'on découvre ses œuvres, que j'en garde en mémoire un vif souvenir. Ouais. Tu parlais avant de curatrice, d'urbaniste, je voulais te demander aussi comment se composait l'équipe au sens large, l'équipe qui travaille sur le collectif. Oui, alors il faut savoir qu'une exposition, c'est environ une dizaine de personnes qui travaillent. Donc ça fait vivre non seulement des artistes que l'on rémunère aussi pour imprimer l'œuvre, pour avoir les droits d'auteur sur l'œuvre, ce qui est très important pour nous, mais aussi faire vivre des gens du milieu de la culture, où c'est vrai, en ces temps qui courent, ça devient aussi plus difficile. Alors que ce soit des designers, il y a les designers qui vont s'occuper de toute la réalisation de l'expo, de toute l'iconographie d'une exposition, comme une vraie exposition en fait, urbanistes, curateurs. On a des gens aussi dans la communication, on fait tout le suivi aussi pour la presse, faire connaître l'exposition, les vidéos qu'on réalise sous forme de trailer pour donner envie aussi aux gens de venir voir l'expo. Et j'en oublie, mais j'ai la chance aussi d'avoir cofondé cette démarche avec Célia Zermatten et Caroline Widmer, et on est aussi une équipe cœur qui permet d'avancer de projet en projet, mais on compte sur des compléments de personnalité, d'une diversité aussi de travail qui est formidable pour ce qu'on fait. D'où le nom collectif, je dirais. Et dans la partie recherche de fonds, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous financez ? Alors ça, c'est plus mon rôle en tant que fondateur, effectivement, de m'assurer qu'on puisse prospérer, dans le sens grandir. Mais quand je dis grandir, ce qui est important pour nous, c'est pas la quantité, c'est la qualité à la fois des lieux qu'on peut trouver, des projets qu'on peut amener, du sens qu'on va surtout apporter pour les citoyens et pour les gens dans les villes. Et effectivement, des marchés à la fois, comme je le dis, nos murs sont les bâtiments en rénovation, donc sans les propriétaires d'immeubles, nous, on est vraiment dépendants d'eux, donc il faut trouver les lieux. On travaille aussi sur le modèle. Je viens du milieu entrepreneurial, alors dans la culture, c'est des fois un challenge de vouloir innover. Exactement, c'est des machines qui sont là depuis longtemps, il y a certains processus, il y a certaines règles, on essaie de faire un peu différemment, mais là on a trouvé pour l'instant un modèle qui paraît être un modèle bon, dans le sens qu'il apporte de la valeur à tous ceux à qui en tout cas on le propose, c'est-à-dire les villes, parce qu'au final on améliore quand même
la qualité de ville, le visuage urbanistique d'une ville. C'est vrai que quand on voit ces chantiers, ces échafaudages, juste les toiles et les bâches, c'est pas très le bruit, esthétique. etc. Ouais. Alors je dis pas qu'on réduit ça, mais je crois qu'on change le focus. Typiquement, quand on regarde les unes de la Tribune de Genève sur Unibastion, avant l'expo, je crois qu'ils titraient quelque chose comme 65 millions de travaux pour cette université vétuste, voilà, ou en tout cas très ciblé sur le côté, on va dire, pratique et argent. Et une fois qu'on a mis l'œuvre d'art en place et la toile urbaine, c'était une fenêtre de merveilleux s'ouvre sur l'université. Donc effectivement, on ne va pas changer ça, mais même avec la première expo, les locataires étaient contents, étaient fiers que cette œuvre soit sur leur bâtiment, alors que nous on avait peur que ça leur obstrue un peu la vue. Et je crois qu'on change vraiment l'angle et le discours que l'on donne, et on met aussi en avant l'architecture, notre patrimoine, et c'est ça qui est important. Est-ce que justement vous arrivez à mesurer votre impact, vu que c'est absolument pas quantifiable? Est-ce que vous avez quand même des choses en tête pour mesurer votre impact et convaincre aussi d'autres propriétaires ou d'autres régies? Oui, alors je dirais en complément aussi par rapport à ceux qui nous soutiennent financièrement. Donc effectivement, je parlais des villes, il y a aussi des fondations, certains qu'on ne peut pas nommer, mais d'autres qui sont connues, qui soutiennent énormément, en tout cas à Genève, toute démarche culturelle. Et puis maintenant, nous aussi, je pense, où là on a vraiment une carte à jouer, c'est avec des sponsors et des mécènes privés. Et beaucoup en fin de compte, on se rend compte de marques ou d'entreprises qui veulent toucher un public assez large, mais aussi associer leur image à quelque chose qui a de l'impact, qui est positif, qui est lié à l'architecture, qui est lié au monde de l'immobilier, qui est lié au monde de l'art, ont un intérêt à nous soutenir. Et en ça, je dirais que la démarche est quand même quantifiable, parce qu'il y a une partie, effectivement, dans le parc des Bastions, combien de gens traversent le parc des Bastions? Difficile à évaluer. Ça, c'est difficile. Combien de gens ont vraiment regardé l'œuvre? Ça, c'est difficile à mesurer. En revanche, comme je le disais avant, nous, on a mis en place tout un système de vidéos. Donc on a des trailers pour promouvoir l'œuvre, et je dirais tout le support aussi qu'on donne de communication pour nos partenaires, ils l'utilisent. Et ça on mesure. Généralement nos vidéos font entre 100 000 et 300 000 vues, parce que là typiquement nos derniers partenaires c'était Suisse Caution sur Métamorphose, avec la ville de Genève, avec l'université de Genève. Chacun en fait promeut la toile urbaine. Je parlais d'événements justement, comment est-ce que vous faites vivre ces œuvres auprès du public ? Ça a évolué en fait, parce que pour la première expo, on va dire que nos deux premières expos sont à ce jour encore des prototypes. On a testé des choses. La première, c'était vraiment, on a juste affiché l'œuvre pendant 6 mois. La Métamorphose, c'est une année d'exposition. On a inauguré la toile urbaine dans le cadre de Nos Photos 2019, donc la biennale organisée par la ville de Genève, avec le conseiller administratif, monsieur Sami Canaan, qui était présent. Donc il y a eu déjà toute la phase de vernissage qui était c'était une phase assez nouvelle pour nous, avec certains politiciens, des représentants de l'université, de nos partenaires, de nos sponsors. Donc ça, c'était très important déjà d'avoir un événement marquant, l'artiste qui vient, qui s'exprime, l'émotion qu'il a aussi devant la toile à ce moment-là. Donc ça, c'est des premiers événements maintenant qu'on fait à chaque fois, c'est un vernissage. Et on a organisé cette année d'autres événements assez particuliers. On va dire, il y en a un, c'était le concert de Noël avec le chœur gospel de l'Université de Genève. Alors on essaye toujours on ne fait pas des événements pour faire des événements, mais là il y avait un lien très fort parce que sur l'œuvre de Mathieu Bernard Raymond, il y a une femme seule qui regarde un paysage, et à Noël, en hiver, sous la neige, il y avait tout un groupe de gospel qui chantait devant l'œuvre illuminée. Il y avait tout un écho en fait entre l'œuvre et le concert. Donc là ça faisait sens, et ça c'était un des événements qu'on a pu organiser. Et puis aussi maintenant on met en place des médiations pour différents publics, et là on a fait une médiation culturelle qui devait se faire pendant le Covid à l'origine dans le parc avec les enfants des classes de 5P à 8P sur le canton de Genève, puis qu'on a dû adapter, Covid oblige. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants? En quoi ça consistait? Alors la médiation en fait s'appelle Qui sont les paysages? Donc effectivement, si vous allez voir l'œuvre de Mathieu Bernard Raymond, comme je la décrivais avant, cette femme seule qui regarde un paysage, on ne sait pas vraiment quel paysage ça représente. Et d'ailleurs c'est tout le mystère de cette œuvre qu'on peut découvrir en faisant la médiation également. Et on a demandé en fait aux enfants, mais si vous étiez un paysage, quel paysage seriez-vous? Et l'idée à l'origine, c'était vraiment, on les prenait dans le parc des Bastions, on faisait visiter
On avait des stations, le kiosque à musique, le mur des réformateurs, le palais Hénard. Ensuite, on arrivait dans la cour de l'université, puis ensuite on tombait sur la toile urbaine, sur ce bâtiment en rénovation. Et tout l'enjeu et tout le but de ça était de questionner les enfants sur ce qu'ils voient, les paysages à la fois naturels, les paysages historiques et en final le paysage artistique de l'œuvre sur le bâtiment. Et comme le Covid est arrivé, ou la Covid est arrivée, on a dû tout adapter ça. On s'est dit soit tout tombe à l'eau, soit de nouveau un peu le côté résilient ou persévérant. On s'est dit non, on va adapter ça et on va faire une médiation en ligne. C'est là que la tech est vaguement intervenue. Voilà, et là au final j'étais très content. Exactement, je recherchais ce moment où je pouvais faire intervenir la tech, et d'ailleurs ça va rester maintenant dans toutes nos prochaines expos. Mais l'écran est devenu le médiateur et les enseignants ont été les accompagnants. Donc les enfants étaient en classe, en salle informatique, ils avaient devant l'écran des vidéos du parc, comme s'ils y étaient, des questions, ils devaient répondre, qu'est-ce qu'ils voient, à quoi leur fait penser cette architecture, etc. Et à la fin, ils découvrent même comment l'œuvre a été créée par l'artiste. Puis là, il y a des réactions très candides. J'ai vu dans le reportage. Exactement. Et à la fin, on leur a demandé de restituer leur propre paysage en format de dessin, que l'on va d'ailleurs prochainement exposer. On a reçu 85 dessins, donc c'est plus de 150 enfants qui ont participé à la médiation. Donc ça, on n'en revenait pas non plus, avec le Covid, tout ce qui s'est passé. Mais c'est 8 classes qui ont fait la médiation, 150 enfants, 85 dessins reçus. Et au final, la plus belle chose qui m'était arrivée cette année, c'était ça. C'est en juin, d'avoir tous les enfants dans le parc, émerveillés. C'était le plus beau des cadeaux, avec un peu un souffle nouveau après ce semi-confinement. Je voulais te demander quelles avaient été les réactions justement des passants dans le parc des Bastions après l'exposition de l'œuvre, enfin durant l'exposition de l'œuvre. Qu'est-ce que tu as eu comme feedback ? On a fait un micro-trottoir, donc ça c'était intéressant. On a tout eu. Moi, un des plus touchants aussi, c'était elle est dans une vidéo qu'on va sortir bientôt. C'était une vieille dame qui passait là et puis qui disait mais cette femme seule c'est moi. Il y avait à la fois chacun voit ce qu'il veut voir. Il y avait un autre étudiant qui venait d'arriver à Genève à l'université et puis qui dit mais je viens d'Amérique latine, on dirait que c'est chez moi ce paysage. Et puis en fin de compte chacun s'approprie et c'est là où nous on doit faire très attention à chaque fois qu'on amène une œuvre d'art dans l'espace public, de donner des codes de lecture ou des clés de lecture, mais que chacun puisse s'approprier quand même ce qu'il veut voir ou ce qu'il veut pas voir. Puis après sur Instagram c'était cool parce qu'avec le hashtag j'ai vu plein de gens qui ont décrit, ça décrivait toute sa relation amoureuse, etc. Mais on a eu plein de gens qui ont pris des photos de l'œuvre et qui ont mis un commentaire sur ce... Ok, ça ouvre la porte à l'état d'introspection. Ouais. Et vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, quels sont tes futurs projets et peut-être ambitions avec le collectif à moyen terme ? Alors déjà concrètement, il y aura le décrochage et l'exposition des dessins d'enfants. Donc l'exposition va avoir lieu début septembre, après juste la rentrée, où on pourra aller admirer tous ces dessins qu'on a reçus des enfants, qui vont faire écho au grand paysage de Mathieu. Et puis là, on travaille actuellement sur une exposition d'envergure qui va avoir lieu en Suisse, dans une vingtaine de villes. Donc là, je ne peux pas encore trop en dire. Je garde la surprise, mais volontiers pour un autre podcast peut-être suivi dans 6 mois. Exactement. Génial. Vu qu'on arrive à la fin, juste une petite question. Vu que tes projets, on l'a vu, et ta sensibilité aussi sont vraiment dans tout ce qui est tech et le domaine artistique, comment est-ce que tu perçois un petit peu le futur ou, on va dire, tout du moins les opportunités, peut-être à la croisée de ces deux mondes ? Je pense que c'est très important, même tout le monde de l'art et des technologies de façon plus générale est très intéressant. Je crois que justement au travers de déjà cette médiation culturelle qu'on a mis en place en ligne, j'aimerais qu'on arrive à pousser davantage la réflexion sur comment on interagit avec le public, comment on interagit avec un nouveau public qui est habitué aussi à d'autres supports de communication ou d'interaction. Il y a peut-être des choses plus traditionnelles, justement pousser un petit peu ça. Ouais. Et lié, et c'est ça tout l'enjeu aussi, et lié aussi avec des choses, je pense, très concrètes, très humaines, et garder de nouveau 1m83 l'humain au centre, et ça c'est très important. Et puis, donc ça c'est une première phase de réflexion. Et une deuxième phase de réflexion, c'est sur même, on parlait d'artistes avant et de choix d'artistes. C'est vrai qu'on se demande si on va pas faire aussi une œuvre une fois qu'aurait été produite par une intelligence artificielle pour aussi mettre le débat. Parce que c'est ce qu'on cherche à la fin avec nos expos, c'est un point de rencontre, un point de dialogue. Et susciter des conversations. Et susciter des conversations et un intérêt parmi les gens. Et même l'œuvre en tant que telle pour être tech. Ce qui est déjà un peu le cas sur Métamorphose, non ?
Alors effectivement, il y a une partie déjà de technologie utilisée et pourtant cette œuvre ne date pas d'hier, donc c'est impressionnant comment le travail de Mathieu Bernard Raymond est d'actualité aujourd'hui, et je pense que c'est là où on reconnaît aussi les artistes, c'est des fois cette capacité à avoir de l'avance sur notre monde. Ouais. Et pour conclure, quel est le conseil que tu aurais voulu peut-être entendre ou tout du moins te donner quand tu as commencé dans tout ce qui était entrepreneuriat, start-up et projet? Être plus patient. Je crois que c'est malheureusement ce qui anime des fois pas mal d'entrepreneurs, c'est cette volonté d'aller, alors ce qui est bien, d'aller vite et que les choses avancent, etc. Et après, et on doit faire avec le monde extérieur, avec les éléments extérieurs. Et je crois que la patience est une qualité que j'essaye de cultiver pour que ça avance dans le bon sens. On s'en reparle dans 6 mois du coup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Didier pour ta participation. Vous pouvez découvrir le collectif 1m83 art sur le site 1m83.art, 1m83.art, et en suivre les développements sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.